Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Baptiste. Merci de nous rejoindre pour cette conférence aujourd'hui. Bonsoir, merci. À tous Bonsoir et à à tous. toutes, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous accueillir sur cette nouvelle conférence qui fait partie du cycle de conférences que nous organisons dans le cadre du Green. Je me présente, je suis Ali Kouman, je suis programme manager à Donilab et je suis le responsable du Green en interne. Donc, le Green est un cycle de conférences qui va mobiliser une trentaine d'intervenants tous francophones qui viennent de différents pays, mais qui ont tous la particularité d'être des personnes reconnues pour leur activité et leur engagement sur la thématique du changement climatique. Donc, du 1er février au 15 mars, nous déroulons 30 conférences avec des intervenants francophones, comme je vous le disais, qui sont des chercheurs, des entrepreneurs, des experts métiers, des acteurs de la société civile, qui vont vous exposer leurs connaissances de façon pédagogique et vulgarisée, couvrant de nombreux secteurs, qu'il s'agisse de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture, de la construction et de la santé. C'est un programme 100% en ligne qui comporte des difficultés, mais malgré nous avons beaucoup apprécié le fait que vous soyez nombreux à participer à ces conférences et à interagir avec les intervenants. Nous vous en remercions. Donc, qui dit webinaire dit aussi quelques règles que chacun d'entre nous doit respecter et aussi partager. Donc, j'ai mis dans le chat les quelques règles que nous invitons à respecter. Alors, la base, c'est que dans la partie conversation, vous ne mettez pas les questions que vous adressez au facilitateur. Vous mettez seulement les préoccupations ou les problèmes techniques que vous rencontrez. Donc, la partie QR, vous avez les questions, vous pouvez poser les questions et nous allons nous assurer de relayer vos questions avec l'intervenant. Sans plus tarder, je vais laisser Elodie vous introduire M. Filippo. Elodie est la responsable pédagogique du programme. Elodie, à toi la parole. Merci beaucoup, Ali. Je salue tout le monde. Merci de vous être connectés. Désolée pour le décalage de la conférence aujourd'hui, mais je vois que vous êtes déjà près de 70 participants et je suis certain que ce chiffre va augmenter au fur et à mesure, sachant aussi que ce webinaire est partagé en direct sur nos pages Facebook. Alors effectivement, je suis responsable pédagogique pour Donny Green. On sera ensemble pour 6 semaines de formation pour que vous soyez mieux outillés face aux défis climatiques. Donc, je le rappelle, peu importe votre formation, votre profil académique, vous êtes vraiment tous les bienvenus. Et nous faisons de nos mieux pour vulgariser l'information scientifique et puis pour proposer des pistes d'action, des outils qui sont adaptés à vous qui êtes au Mali. Alors, nous sommes dans la première semaine, module 1, les changements climatiques, comprendre les bouleversements pour nos sociétés. Lundi, mardi, les conférences vous ont permis de comprendre ce que sont les changements climatiques et les impacts attendus. Aujourd'hui, place aux solutions. La conférence s'intitule « Les moyens de contenir le changement climatique et de s'adapter à ses effets ». Donc, notre invité, notre intervenant est Baptiste Filippo, que nous saluons à nouveau. Vous résidez où vous travaillez. Donc, on est Est-ce qu'on a perdu Elodie ou c'est ma connexion?
Oui, ça doit être la connexion. Mhm. Bon, je pense que Elodie était en train de vous présenter. Ben, je vais me présenter moi-même alors. Il n'y a pas de souci, vous Voilà. pouvez y aller. Donc, bonsoir à tout le monde. Effectivement, ravi de pouvoir intervenir. Donc, à mon niveau, Baptiste Flippo, moi je suis basé à Bamako depuis 2014, à travailler sur différents sujets liés à l'énergie et au changement climatique, notamment au départ via des ONG, dont le GIRES. Et aujourd'hui, j'ai monté depuis 2017 une activité de consultant qui me permet d'intervenir sur différents sujets liés au changement climatique, à l'environnement, à l'énergie. Et donc, voilà le plaisir de pouvoir vous présenter quelques solutions de lutte contre le changement climatique. Pour information, je travaille aussi à mi-temps avec une entreprise française, Aera Group, spécialisée dans la finance carbone. Et donc, justement, qui propose aux porteurs de projets de solutions d'énergie renouvelable, notamment, de contribuer à leur financement au travers des crédits carbone, c'est-à-dire des avantages, enfin, les avantages de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que ces projets permettent sont monétisés, pour faire simple. On pourra en reparler un peu plus tard si vous le souhaitez. Monsieur Kouma, je commence ma présentation, j'imagine. Oui, vous pouvez directement continuer votre présentation et partager votre écran. Parfait. Alors, voici, j'espère que vous voyez bien. Oui, c'est visible. Donc, Merci beaucoup. le sujet du jour est effectivement les moyens de contenir le changement climatique et de s'adapter à ses effets. J'ai pu suivre un peu loin les deux dernières interventions, donc lundi et mardi, et j'ai l'impression que vous avez déjà brossé certains éléments un peu généraux sur les changements climatiques. Aujourd'hui, on va peut-être rentrer un peu dans des choses assez concrètes, et notamment en lien avec le Mali, puisque a priori une bonne majorité d'entre vous sont des personnes habitant ou en tout cas souhaitant développer des activités au Mali. Donc je pense que ça sera pertinent. Les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est que faire face aux défis que posent les changements climatiques. On ne va pas rester les bras croisés, on va essayer effectivement de proposer des solutions pour lutter contre ces changements climatiques. Même chacun à notre échelle, on est capable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et notre impact sur l'environnement. Et aussi comment anticiper les risques que fait peser le dérèglement climatique dans nos vies. Alors, on va pour cela en fait aborder déjà quelques concepts clés. Peut-être que vous les avez déjà vus dans les présentations de ces 2 derniers jours, mais je me permets de rebrosser un peu ces sujets-là puisqu'ils seront importants après pour la suite. Et notamment tout ce qui a trait à l'atténuation au changement climatique, l'adaptation, et parler aussi de vulnérabilité. Donc ça, c'est les concepts que je voudrais introduire en introduction. Et pour après, vous faire vous donner un bref aperçu de l'inventaire des gaz à effet de serre au Mali et des principaux risques liés au changement climatique, pour en fait faire un état des lieux déjà de l'existant et donc de voir les actions qui pourraient être menées justement en réflexion à cet état des lieux. Et donc derrière, on va pouvoir aborder les engagements et les stratégies pris par le Mali et détailler certaines actions pour lutter contre les changements climatiques. Je sais aussi que dans les prochaines semaines, vous allez aborder au fur et à mesure des solutions qui vous seront décrites de manière plus détaillée. Donc ici, l'idée est peut-être plutôt de brosser de manière un peu superficielle chacune des actions et de vous donner comme ça un petit peu des pistes qui pourraient être approfondies dans les prochaines semaines. Si vous le souhaitez, on pourra en approfondir certaines, mais évidemment, vu la liste que je vous ai préparée, je ne pourrai pas tout détailler. Donc déjà, quand on parle d'atténuation,
ça consiste à réduire par des processus naturels ou des moyens technologiques la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. L'idée étant de se dire, bon, il y a un problème d'émissions de gaz à effet de serre, on peut encore essayer de réduire les impacts que ça aura sur la planète, mais il faut agir rapidement et donc identifier les sources de ces émissions de gaz à effet de serre et essayer de réduire au maximum et le plus vite possible ces émissions. Donc pour ça, je vous ai mis une petite liste des principaux gaz à effet de serre. On connaît je pense que vous connaissez le principal qui est le dioxyde de carbone, le CO2, donc qui est émis notamment par les transports, par l'habitat, la déforestation, les activités industrielles, etc. Ça, c'est un peu la référence en termes de gaz à effet de serre. Avec, il y a un facteur qu'on exprime, donc le pouvoir réchauffant global sur 100 ans, PRG100, qui est égal à 1 pour le CO2, et donc les autres gaz à effet de serre vont être exprimés en fonction de ce pouvoir réchauffant du CO2. Donc il y a aussi le protoxyde d'azote, N2O, qui lui est émis avec de la combustion de biomasse, avec au niveau de la chimie aussi, de l'agriculture, qui va notamment au niveau des engrais qui vont émettre ce type de gaz. Et là, on est sur un pouvoir réchauffant bien plus important, c'est-à-dire qu'une tonne de N2O équivaut en fait à l'émission de 310 tonnes de CO2. Donc, c'est un pouvoir réchauffant bien plus important. La vapeur d'eau est aussi un gaz à effet de serre, même s'il a, en fait, il est déjà présent naturellement dans l'atmosphère. Et donc, l'homme a une influence relativement limitée sur ce gaz à effet de serre. C'est pour ça qu'on n'exprime pas forcément le pouvoir réchauffant. Mais en tout cas, il est bien présent dans l'atmosphère et il contribue d'une certaine manière à l'effet de serre. Mais présent naturellement, et normalement, il est là pour plutôt réguler justement la température sur la planète. Le méthane, ensuite, est notamment produit par l'agriculture et la fermentation des déchets. Ça peut aussi par l'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon. Et là, il y a un pouvoir réchauffant global sur 100 ans de 21. C'est-à-dire que pour une tonne de méthane émise, ça a le même effet sur l'effet de serre que 21 tonnes de CO2. Pour les halocarbone, en fait, c'est toute une famille de gaz qui sont utilisés pour la climatisation, dans l'industrie, qui a de multiples applications. Je n'ai pas détaillé parce qu'il y en a une bonne dizaine. Et donc, il peut y avoir des pouvoirs réchauffants globaux qui vont de 140 à 23 900. Donc, ceux-là, en termes de quantité, sont un peu moins présents, mais peuvent avoir, notamment pour ceux qui ont le pouvoir réchauffant global le plus important, peuvent avoir des impacts très importants. Et donc, ne sont pas à négliger pour les actions qui peuvent être menées justement pour limiter leur effet sur le réchauffement climatique. Il y a aussi l'ozone qui, pareil, est présent naturellement et dont l'activité humaine peut générer via les hydrocarbures et des solvants. Et en fait, c'est pareil, comme il est présent naturellement, ce n'est pas un gaz sur lequel l'homme a beaucoup d'impact. Ceci étant dit, donc le deuxième concept, c'est plutôt l'adaptation. L'adaptation, c'est de se dire, bon, le réchauffement climatique, de toute façon, il va nous arriver dessus. On est parti pour des scénarios, on parle de scénarios au moins à 2 degrés, plus 2 degrés Celsius, sachant que ça va être plus de degrés Celsius en moyenne sur la planète, mais que pour certains pays, par exemple comme le Mali, on va être sur un réchauffement peut-être plus important que 2 degrés. Donc, c'est de se dire, bon, il va y avoir ces perturbations qui vont nous arriver en matière de chaleur, en matière de précipitation, d'inondation, etc. Comment est-ce qu'on s'adapte finalement à ces risques-là? Et donc, ça consiste finalement à penser, planifier, ajuster les systèmes naturels ou humains
pour répondre aux effets et éviter le pire. Éviter notamment qu'il y ait des zones qui soient inondées, éviter qu'il y ait trop de décès liés aux vagues de chaleur, et donc de rendre le territoire un peu plus résilient pour que, typiquement sur la ressource en eau, on puisse l'avoir disponible même en cas de stress hydrique, que pour des inondations, éventuellement certaines zones côtières qui seraient trop exposées, on songe à transférer les populations dans un endroit plus sûr. Voilà, ça peut être ce genre d'actions qui peuvent être envisagées via l'adaptation, et ça nécessite de se concerter, c'est bien l'image qui est là, de se concerter avec plusieurs acteurs, plusieurs parties prenantes. Quand on parle d'adaptation, donc on a cette notion un petit peu de risque et finalement de vulnérabilité. Où est-ce que sur le territoire, sur un territoire donné, où est-ce que on a des sensibilités, c'est-à-dire s'il y a une vague de chaleur, est-ce qu'on est déjà résilient face à cette vague de chaleur? Est-ce qu'on a déjà les moyens pour résister à ça? Ou est-ce qu'on va être vraiment très impacté? Et donc, dans ce cas-là, on va pouvoir évaluer ces risques-là, ces vulnérabilités-là. Donc, c'est ça, c'est la sensibilité, l'incapacité d'un système à faire face aux effets défavorables des changements climatiques. Et donc, on parle d'aléas aigus, quand ça va être des précipitations extrêmes, par exemple, ou des canicules, donc des événements vraiment sur une courte période. Et ça peut être aussi des événements qui ont lieu sur la durée, qui sont un peu plus lents à se mettre en place, comme la montée des eaux, comme la désertification, la tendance à long terme sur les précipitations, sur les températures, sur les variations justement des saisons, etc. Et donc, en fonction de ces aléas-là, on va pouvoir identifier quelles sont les vulnérabilités à l'échelle d'un territoire ou d'une entreprise ou d'une communauté. Voilà un petit peu pour les notions que je voulais introduire et qui sont importantes derrière à comprendre pour les actions que je vais pouvoir présenter. Je présente, on pourrait parler de plein de choses, mais par exemple sur les inondations, il y a des cartes qui existent sur les risques d'inondation. Peut-être que ça n'est pas très clair, mais en rouge, on a les risques les plus importants. Et logiquement, au Mali, c'est à côté des fleuves qu'on va pouvoir rencontrer, des cours d'eau, qu'on va pouvoir rencontrer les principaux risques. Et notamment autour du fleuve Niger. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les dernières saisons pluvieuses ont fait des dégâts autour du fleuve Niger, que ce soit même dans la zone Bamako, mais plus en aval, sur le fleuve Niger également. Voilà un petit peu les concepts. Est-ce que, au niveau de DoniLab, qu'est-ce que vous avez comme habitude? Est-ce qu'après chaque partie, on prend des questions ou est-ce que je vais jusqu'au bout de ma présentation? Alors, c'est vraiment en fonction des questions, quoi. Sinon, vous pouvez continuer dans un premier temps. Après, on vous fait remonter les questions. Je peux peut-être prendre une série de 2-3 questions là tout de suite parce que c'est effectivement des termes importants à saisir. Et puis après, on pourra dérouler la suite une fois qu'on aura répondu aux principales clarifications. OK. Là, vraiment, si certains ont des questions de clarification sur les termes qui viennent d'être exposés, ça peut être le moment. OK, il y a une question sur le PRG. Que signifie le PRG? Donc, le PRG, c'est le pouvoir de réchauffement global. C'est-à-dire le CO2 a un impact sur l'effet de serre. On va dire que son impact sur le réchauffement climatique, il est de 1. Et donc, ça va être notre référence. Et c'est en ça qu'on exprime, c'est des facteurs de conversion finalement. Là où le méthane, une tonne de méthane est émise, ça équivaut à 21 tonnes de CO2. C'est l'objectif de ce terme-là. Une seconde question. Voilà. Allez-y. Pourquoi il est plus intéressant d'exprimer le bilan des gaz à effet de serre en équivalent
des CO2 au lieu de les énumérer? C'est une référence qui a été prise au niveau international, justement pour pouvoir s'y retrouver un peu mieux, parce que donc là, j'ai résumé, et vous avez compris que, par exemple, que dans les halocarbone, il y a une bonne dizaine de gaz qui sont derrière. Donc, c'est pour pouvoir avoir une même base de calcul et effectivement estimer quels sont les gaz les plus impactants en matière de réchauffement climatique. En exprimant un pouvoir réchauffant sur 100 ans, c'est pareil, on fait une simplification. Parce que, par exemple, le méthane, si on le prend sur 20 ans, il a un pouvoir de réchauffement global beaucoup plus important. C'est le fait que les gaz qui sont dans l'atmosphère, après, se résorbent au contact des autres composés chimiques, de la lumière, etc. Et donc, ils ont une certaine durée de vie dans l'atmosphère et donc vont avoir tendance à plus ou moins retenir justement les rayons lumineux et la chaleur dans la couche de l'atmosphère. Ok, on va prendre une dernière question de Mamadou Camara qui demande si le Mali possède les moyens technologiques pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Bah ça, on va y répondre tout à l'heure. Il y a déjà des choses qui existent et encore beaucoup de choses à faire. Ok, donc nous pourrons continuer. On se garde cette question-là pour plus tard, éventuellement, si besoin d'approfondir au-delà de ce que j'avais prévu de présenter. Ok. Très bien, donc je passe à la suite. Je voulais effectivement, comme je vous l'ai expliqué au début, avant de vous lister les actions qui peuvent être pertinentes pour lutter contre le changement climatique, faire un inventaire. Qu'est-ce que, dans le cas du Mali, où est-ce qu'on en est en termes d'émissions de gaz à effet de serre? Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler sur les actions d'atténuation. Donc, on a une donnée là, il y a des données des fois qui se contredisent entre elles, mais une donnée qui semble la plus pertinente, la plus fiable, qui exprime que donc le Mali émettait en 2017 environ 50 mégatonnes de CO2 équivalent. Et donc, on voit qu'il y a une courbe qui est plutôt ascendante, plutôt croissante au fil des années, s'expliquant par le fait qu'il y a une population qui augmente d'une, et puis il y a un certain niveau de développement qui est atteint, si je puis dire, et donc qui fait qu'on utilise de plus en plus et d'énergie et qu'on a tendance à défricher et donc à émettre des gaz à effet de serre. Parmi ce bilan d'environ 50 mégatonnes, l'agriculture est le principal contributeur, avec environ 35 mégatonnes. On verra tout à l'heure les explications. L'énergie qui est aussi un contributeur non négligeable avec environ 7 mégatonnes. Le changement de, je ne retrouve pas le terme, mais de terrain et la foresterie, qui là est environ à 6,5 mégatonnes. Tout ce qui est l'industrie, qui est à moins de 1 mégatonne, et les déchets qui sont aussi à peu près à 500 000 tonnes. Voilà, c'est des estimations qui peuvent être discutées parce que toutes les données chiffrées n'existent pas forcément sur, par exemple, la quantité de déchets et leur composition dans tout le Mali. Et donc, c'est des chiffres qui ont été un peu agglomérés et qui reflètent voilà, certaines réalités, un certain ordre de grandeur. Après, les diagnostics évoluent et vous verrez dans certains autres documents que l'évaluation n'est pas forcément exactement la même. Les sources d'émissions de gaz à effet de serre, les principales en tout cas, je ne veux pas être exhaustif, mais dans l'agriculture et l'élevage, qui est le principal contributeur, une des principales sources, ça va être le défrichage. Pour avoir de nouvelles surfaces à cultiver, on va défricher, enlever de la forêt, brûler, et notamment il y a une technique qui est le feu de brousse pour pouvoir débroussailler assez facilement. Mais ça, évidemment, ça émet le CO2 qui a été stocké
dans le bois, dans les herbes, etc., dans la savane, une fois qu'elles sont brûlées, sont relâchées dans l'atmosphère. Donc, c'est en ça que c'est un principal contributeur. L'utilisation de pesticides chimiques émet également pas mal de gaz à effet de serre. Pareil que la riziculture, la riziculture classique qui va émettre, notamment quand il y a des zones inondées, qui va inciter la fermentation anaérobique, donc en absence d'air, qui va émettre du méthane. Et pareil pour l'élevage, la fermentation entérique, donc à l'intérieur, ce que peuvent émettre les animaux, notamment les bovins, comme méthane, ou fermentation de la matière organique, une fois par exemple que les animaux font leurs excréments, ou quand de la matière organique est entassée, et notamment en absence d'air, ça va émettre beaucoup de méthane. Du point de vue de l'énergie, il va y avoir deux principaux sujets qui vont être l'utilisation massive de produits issus de la biomasse, donc tout ce qui est bois de feu, charbon de bois, résidus agricoles, pour cuisiner, sachant, et peut-être que je l'apprends à certains, mais que la principale source d'énergie primaire au Mali, c'est le bois de chauffe et ses dérivés. Ce n'est pas l'électricité, ou en tout cas pas encore. Mais par contre, l'électricité, effectivement, va avoir un impact puisque la majorité de l'électricité au Mali est produite à partir de produits pétroliers. C'est des centrales thermiques qui vont être utilisées, qui vont émettre des gaz à effet de serre. Également, le transport, évidemment, va consommer des produits pétroliers et donc émettre des gaz à effet de serre. L'utilisation des terres et la conversion des terres aussi émet des gaz à effet de serre, donc certaines forêts et prairies qui sont converties dans d'autres types de terres. Les industries, au niveau des industries, il peut y avoir des producteurs de ciment, tout ce qui est extraction de minerais aussi est fortement producteur de gaz à effet de serre. La construction, je ne l'ai pas forcément marqué ici, mais la construction peut aussi être assez producteur. Voilà, il y a certainement encore d'autres sources d'énergie qui pourraient être citées, mais au moins ce sont les principales. Et donc, en fait, ce qui est intéressant en faisant cet état des lieux, c'est que c'est sur ces principaux producteurs d'émissions de gaz à effet de serre qu'on va pouvoir travailler. C'est dans l'agriculture, c'est en essayant d'éviter au maximum le défrichage, les feux de brousse, qu'on va permettre de réduire justement ces émissions. C'est en essayant de trouver des alternatives aux pesticides chimiques qu'on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est en essayant de mieux utiliser les excréments animaux aussi qu'on va éviter la fermentation. Idem, je ne l'ai pas cité ici, mais pour tout ce qui est déchets, c'est en essayant de réutiliser la matière organique et d'éviter qu'elle fermente en absence d'air, qu'on va justement contribuer à réduire ces gaz à effet de serre. Voilà, et donc les solutions qui vous seront présentées par la suite ont un lien direct avec cet état des lieux. Je me suis permis quelques comparaisons parce que on parle ici du Mali, mais il faut remettre ça dans le contexte global et je pense que les intervenants précédents vous l'ont expliqué. Le Mali est un grain de sable dans les émissions de gaz à effet de serre mondiales. Quand on compare par exemple à ce qui peut se passer dans des pays européens comme l'Allemagne ou la France, on voit bien que le Mali émet très très peu de gaz à effet de serre. Et c'est en ça que le Mali a une responsabilité bien moindre sur le réchauffement climatique aujourd'hui. Et par contre, des pays effectivement comme l'Allemagne ou la France sont beaucoup plus émetteurs. Et donc, évidemment, sur des actions d'atténuation, on va avoir beaucoup plus de potentiel de réduction dans des pays comme l'Allemagne ou la France qu'au Mali. Néanmoins, il y a quand même des actions qui peuvent être entreprises, et notamment pour éviter de prendre le même chemin, comment dire, d'être sur les mêmes sources de développement très polluants. On va essayer d'avoir un développement effectivement durable et faiblement émetteur en gaz à effet de serre. Également pour l'Asie, et là ce qui est fantastique, c'est on voit les émissions de gaz à effet de serre de la Chine qui dans les années 90 étaient relativement faibles, 3 gigatonnes à peu près,
et qui aujourd'hui ont quadruplé. Et donc, c'est un vrai enjeu au niveau mondial que la Chine puisse s'investir sur ces sujets-là et réduire vraiment leurs émissions de gaz à effet de serre. On aborde, je vous laisserai la parole ensuite, suite à la prochaine section, mais on aborde donc là une autre section qui est plutôt liée au risque. Donc là, on passe plutôt sur la partie adaptation et faire un état des lieux de l'existant. Quels sont les principaux risques au Mali? Je pense que les intervenants suivants sont déjà intervenus un petit peu sur ces enjeux sur l'Afrique notamment. Au Mali, par le passé, il y a eu de nombreuses sécheresses qui ont des impacts importants sur l'agriculture derrière. Et donc, il y a certaines dates effectivement qui sont citées ici. Il y a des inondations également qui sont intervenues. Peut-être que les dernières années, par exemple 2020, ne sont pas forcément citées alors qu'il y a eu des événements d'inondation l'année dernière. Dans le futur, ce qui est envisagé, ce qui est prévu, c'est des sécheresses plus longues. Alors, on parle ici de plus de 5 jours, ça dépend aussi à partir de quelle température on évoque, mais c'est aussi des saisons sèches qui sont effectivement plus longues, plus dures, plus chaudes. Et donc, c'est à ça qu'il faut faire face. Également, en termes de précipitations, c'est des pluies et des orages plus intenses, plus fréquents et moins prévisibles aussi. Donc, les impacts, j'en parlais déjà un petit peu, c'est la production agricole qui est vachement dépendante de ces enjeux météorologiques climatiques. Et donc, la production agricole qui comporte vraiment des risques qui peut porter atteinte derrière à la sécurité alimentaire du pays. Et donc, c'est vraiment un enjeu vital que d'arriver à anticiper ces risques-là et, on le verra tout à l'heure, prendre des actions liées à l'adaptation des pratiques agricoles. Également, en termes d'inondation, on peut citer les dommages aux personnes et aux infrastructures qui peuvent être engendrés par ces inondations. En termes de précipitation, il y a de manière passée, il y a eu des périodes de diminution de pluviométrie. Il y a eu aussi des augmentations avec plus d'inondations, comme on disait. C'est le climat qui est moins prévisible finalement. Et quand on parle avec des agriculteurs, aujourd'hui, ils nous disent « Oui, mais aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce que je dois planter parce que je ne sais pas quand est-ce que la pluie va arriver. » Donc ça, c'est un véritable problème. Dans le futur, c'est l'augmentation de la variation de la pluviométrie pendant l'hivernage et entre les années et la tendance que les précipitations ne sont pas ou peu prévisibles. Et il y a un vrai enjeu à se doter d'outils de planification, de prévision des précipitations. Et d'ailleurs, il y a déjà des outils qui existent, il y a déjà même des systèmes qui permettent de déclencher des pluies dans certaines zones. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dessus avec des avions qui vont disperser, qui vont faire exploser des nuages, pour faire simple, et permettre de déclencher la pluie sur un certain secteur géographique. Et donc, les impacts, voilà, c'est difficulté à prévoir les saisons et baisse de la disponibilité en eau. En matière de température, donc il y a déjà un impact assez clair qui est noté, c'est que les températures entre 1960 et 2010 ont déjà augmenté de 0,7 degrés. Ça peut paraître négligeable, 0,7 degrés, mais pour certaines zones où il faisait déjà très chaud, c'est très impactant. Et sur notamment le rendement agricole, ça peut avoir des impacts assez importants, c'est ce qui est marqué en dessous. Il peut y avoir une réduction du rendement céréalier de 10% en année normale et même dans les années les plus sèches, 50%. Donc ça, c'est à l'horizon 2080. Donc il y a une tendance à la hausse. On va vers une tendance au Mali entre 1,2 et 3,6 degrés à l'horizon 2060. Et donc au moins 1,8 à 2 degrés, si ce n'est même 6 degrés à l'horizon 2090. 2090, nos enfants, je l'espère, connaîtront cette période-là. Donc c'est demain, c'est déjà demain. Il y a également l'augmentation de la fréquence et durée des vagues de chaleur. Donc comme impact, la baisse de la disponibilité en eau et l'apparition de feux de forêt encore plus fréquents lorsqu'ils ne sont pas déjà provoqués par les êtres humains.
Donc voilà pour le tableau un peu noir, désolé, mais qui a lieu d'être, puisque derrière, pour prendre des actions, il s'agit effectivement de bien connaître d'une part, ces inventaires de gaz à effet de serre et aussi ces impacts très clairs sur le long terme. Je laisse peut-être une série de 2-3 questions de clarification, encore une fois. Si jamais il y a certains termes qui n'ont pas été bien compris, vous pouvez reposer des questions à ce sujet. Ah, je vois que Elodie n'est pas encore là. OK. Alors, nous n'avons pas de questions sur les termes précisément. C'est plutôt sur certaines parties de votre intervention. Il y a une question. Peut-on dire qu'au Mali, l'élevage pollue moins que l'agriculture? Je ne saurais pas y répondre. Je ne suis pas un expert de l'agriculture et de l'élevage. Toujours est-il que les deux ont un impact important. À mon souvenir, mais c'est à confirmer parce que, encore une fois, je ne suis pas un expert de vraiment ce sujet-là spécifique. Il me semble que l'agriculture et notamment les questions de défrichement ont un impact beaucoup plus important que l'élevage. Mais l'élevage ne doit pas être négligé. On sait qu'il y a certaines zones et certaines populations ethniques qui ont beaucoup de bêtes et qui peuvent avoir un impact non négligeable, notamment en termes de fermentation et d'émissions de méthane en matière d'élevage. Mais il me semble bien que c'est l'agriculture qui est la plus émettrice de gaz à effet de serre. OK. Une autre, c'est du travail qui dit, je voudrais savoir en quoi la construction peut contribuer à l'émission de gaz à effet de serre. La construction de bâtiments, c'est ça? Oui, oui, de bâtiments. Oui, bâtiments ou de routes aussi. On pourrait parler de routes. Par exemple, les routes, il y a des produits pétroliers qui sont utilisés pour faire le bitume. Dans la construction, on va utiliser beaucoup du ciment et du fer, qui sont des matériaux qui ne sont pas produits au Mali. Et donc, il y a des externalités dans d'autres pays qui produisent. Alors, si le ciment peut être produit au Mali, mais pas le fer, il y a effectivement des impacts importants sur la production de ces matériaux-là, qui sont notamment le ciment très énergivore pour être produit. Donc, ce n'est pas forcément au moment même de la construction, même s'il y a un peu d'émissions à ce moment-là, mais c'est plutôt dans la production même des matières premières qu'il peut y avoir des impacts assez forts. OK. Sarah demande, est-ce que le changement climatique a un impact sur le fleuve Niger? Est-ce qu'il n'est pas, ça a coupé? Est-ce que le changement climatique a un impact sur le fleuve Niger? Ça a un impact très clair. Déjà, quand on parle d'inondation, c'est finalement les cours d'eau et les fleuves, le fleuve Niger en particulier, sont les réceptacles de toutes les précipitations. Et donc, quand il y a une année où il y a beaucoup de précipitations ou des précipitations très fortes, il va y avoir effectivement des tendances à des inondations. Également, on peut observer, alors je n'ai pas les données précises en tête à l'instant T, mais qu'il y a des plus fortes variations, notamment en saison sèche, où le fleuve a tendance à plus se retirer au fur et à mesure des années. Donc voilà, ça peut avoir des impacts, et notamment, encore une fois, d'un point de vue agricole, où quand l'agriculture a besoin d'eau, des cours d'eau, si le cours d'eau et la quantité d'eau disponible diminue, il va y en avoir moins disponible pour l'agriculture. J'en ai pas parlé, pardon, comme il y a un silence. J'en profite aussi en termes de qualité d'eau. Il peut y avoir une eau un peu plus chaude, une eau, bon, ce n'est pas forcément lié au changement climatique, mais une eau plus polluée, et qui fait que notamment tout ce qui est faune et flore au sein
au sein des cours d'eau peut s'en retrouver modifié. Et notamment, on retrouve des ressources halieutiques, donc des quantités de poissons qui sont un peu moins nombreuses dans le fleuve Niger, qui avalent toutes sortes aussi de matériaux chimiques, et donc qui sont certaines fois même impropres à la consommation. Et certains poissons du fleuve deviennent impropres. Ce n'est pas forcément lié au changement climatique, ça peut être lié aux pollutions engendrées par la ville, aux pollutions engendrées par le drainage et les activités de recherche d'or, qui utilisent beaucoup de produits chimiques, notamment de mercure, même si c'est officiellement interdit. Mais ça se retrouve derrière dans la chaîne alimentaire, finalement. OK, merci. Une dernière question qui vient de Mariko, qui demande comment un vétérinaire peut contribuer au changement climatique. Peut-être veut-il dire à réduire les effets du changement climatique. Comment un vétérinaire peut contribuer à lutter contre le changement climatique? Comment un vétérinaire peut contribuer? C'est une bonne question. Je n'y avais pas pensé. Un vétérinaire, il va s'occuper des animaux. Je pense que, alors, auprès des animaux de compagnie, il n'y a peut-être pas un impact si important. Par contre, au niveau des ruminants, s'il s'occupe des bovins et des ovins, il peut avoir un impact notamment en termes d'alimentation. Je ne sais pas si ça rentre dans ses prérogatives en termes de vétérinaire, mais éventuellement en termes d'alimentation, ça peut avoir un impact sur le phénomène de fermentation à l'intérieur du ventre de l'animal. Et donc, en fonction du type d'alimentation qu'on a, ça va émettre plus ou moins de gaz à effet de serre. Okay. Merci beaucoup. Mais les études à ce niveau-là, en tout cas, sont peut-être pas. Il y a toujours des études en cours. Il y a des essais qui sont menés dans certains pays, à ma connaissance, mais il n'y a pas encore d'actions à très large échelle qui sont entreprises sur ce sujet-là. J'en oublie peut-être. J'ai jamais pensé à comment les vétérinaires pouvaient impacter. OK. Merci pour les réponses. Je pense que nous pouvons continuer. Donc, le chapitre suivant, c'était sur les engagements et stratégies pris par le Mali. Vous verrez que notamment au niveau international, le Mali a pris certains engagements. C'est notamment le cas du protocole de Kyoto qui avait été ratifié par le Mali en 1999. Donc ça, c'est un peu, je pense que les précédents intervenants ont dû vous introduire là-dessus. C'est le premier texte qui a engagé les pays, et notamment les pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à lutter de manière globale contre le changement climatique. Et donc ce texte-là est entré en vigueur en 2005 et propose un calendrier de réduction des émissions de 6 gaz à effet de serre. Le Mali n'étant pas impacté à ce stade-là sur la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, puisqu'il était considéré comme faiblement émetteur et donc était plutôt victime que auteur à ce stade-là. Au moment de l'accord de Paris, là, l'optique a plutôt été de se dire tous les pays, tels qu'ils soient, quel que soit leur historique, ont des impacts, aussi limités soient-ils, et ont surtout des capacités d'action pour essayer de limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le futur et aussi s'adapter aux risques liés au changement climatique. Et donc, ça, c'est un texte qui a été ratifié en 2016 par le Mali, et à la suite de quoi il s'est engagé à mettre en œuvre et à financer les programmes et stratégies prévus dans ce qu'on appelle la CDN, la contribution nationale désignée. Donc, c'est les pays qui s'engagent à travers cette contribution, d'une part à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à essayer de se développer de manière un peu plus propre. Et donc, il y a des stratégies au niveau national qui sont impactées par cet engagement. Donc voilà, le Mali s'est engagé sur la période 2015-2030 à contribuer à la réduction des émissions de 3 principaux types de gaz à effet de serre,
le CO2, le méthane et le N2O, oxyde nitreux. Il s'applique pour, en tout cas dans ce qui est marqué dans la CDN, pour 3 secteurs les plus émetteurs qui sont l'agriculture et l'élevage, l'énergie et le changement d'utilisation des terres et foresterie. Et donc, respectivement, il est prévu une réduction de 29, 31% et 21% pour chaque secteur. En sachant que ces engagements-là, ils sont pris à condition qu'il y ait des financements qui viennent appuyer justement le développement du Mali pour un développement plus propre. Ça a été tout l'enjeu de certaines discussions au moment des conférences climat, que les pays les moins avancés soient bénéficiaires de financements qui leur permettent d'aller vers un développement propre. Au niveau national, ce qu'on peut dire, il y a beaucoup de textes qui existent, donc on ne va pas tous les citer, mais les principaux en tout cas, il y avait la politique nationale de protection de l'environnement qui était un peu précurseur en 98 et qui faisait suite au sommet de Rio, qui était un sommet qui s'est tenu en 92, qui vise à intégrer la protection de l'environnement dans toutes les décisions en ce qui concerne la conception, la planification, la mise en œuvre des politiques, programmes et activités de développement. Donc ça, c'est un peu le précurseur finalement. Qui s'articule autour de 5 axes majeurs: les changements climatiques, les ressources naturelles, l'amélioration du cadre de vie, consolidation des actions et promotion du développement durable. On n'en a pas cité forcément d'autres, mais aujourd'hui se retrouvent des politiques nationales sur la gestion des ressources naturelles, la stratégie nationale sur je perds mes mots, la croissance verte, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'impact au niveau des textes. Et justement, ce qui nous importe aujourd'hui, ça va plutôt être de voir comment est-ce que ces stratégies, elles vont se matérialiser en des actions concrètes sur le terrain pour lutter contre le changement climatique. Éventuellement, on peut laisser encore 2-3 questions sur ces engagements-là, même si je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais je vais essayer de répondre s'il y a des questions sur les engagements du Mali. Je voulais juste préciser que je me connais. Il y a des bugs de connexion. À chaque fois et que malheureusement, là, je ne vois plus les questions. Donc, Ali, je te laisse poursuivre. Qu'est-ce que je... Oui, on a du mal à entendre, donc effectivement. Monsieur Kouma. Oui, je suis là. Je n'ai pas entendu non plus ce qu'elle a dit. Là, vous souhaitez avoir des questions avant de continuer? Des questions, si jamais il y a des questions de clarification sur ces engagements du Mali, je peux y répondre à ce moment-là. Oui, nous avons une question d'Ibrahim Doumbia qui demande quel est l'état de réalisation des engagements. Alors, c'est tout l'enjeu de la contribution nationale désignée, donc suite à l'accord de Paris, c'est de pouvoir faire un suivi de ces actions-là. C'est vrai que c'est des fois des choses qui ont un peu péché, et aujourd'hui, donc les Nations Unies ont demandé à ce que les pays, de manière régulière, envoient des rapports de suivi de ces engagements-là et mettent à jour la contribution nationale désignée. Exactement, la contribution nationale désignée est en cours de révision au niveau de l'Agence de l'environnement et du développement durable, et donc devrait sortir normalement dans le courant de l'année. Et donc, on pourrait être en mesure effectivement de voir où est-ce qu'on en est de ces engagements pris lors de l'accord de Paris. Ok, nous pouvons continuer. Il n'y a pas plus de questions sur le sujet. Alors là, et c'est peut-être là où on va pouvoir être plus optimiste, c'est qu'il y a un ensemble d'actions qui peuvent être menées. J'ai essayé de mêler des actions qui peuvent être plus ou moins grandes, plus ou moins petites,
pour que ce soit montré que c'est finalement accessible à tous, que des fois, il y a des projets d'envergure qui sont menés et qui coûtent des sommes énormes, et d'autres actions des fois à une échelle plus petite, qui permettent aussi à son niveau d'avoir un impact limité sur l'environnement. Je me suis permis de ne pas rentrer dans trop de détails, sachant que, notamment sur un bon nombre d'actions qui seront exposées, vous aurez dans les prochaines semaines des présentations spécifiques sur certains sujets. Donc voilà, sur certains sujets qui seront exposés dans les prochaines semaines, je pense qu'il faudra être un peu patient et attendre les commentaires des uns et des autres. Mais sur d'autres qui ne seront peut-être pas forcément exposés et sur lesquels j'ai peut-être une certaine expérience, je pourrais peut-être détailler un peu plus que ce que je l'ai fait dans la présentation. J'ai essayé de le faire par secteur en mêlant d'une part les actions qui pouvaient être sur l'atténuation ou sur l'adaptation. Donc en matière de ressources en eau, il y a plusieurs choses qui peuvent être de protéger les berges des cours d'eau par un reboisement approprié. Ça, c'est plutôt lié à l'adaptation. Pour essayer justement de limiter les impacts des inondations, qu'il y ait des sols qui permettent de justement retenir un peu mieux l'eau, puisque ces zones un peu humides, elles sont critiques lors d'inondations. C'est elles qui vont permettre de faire éponge, par exemple, et d'éviter qu'il y ait trop de débordements. Et aujourd'hui, par exemple, dans une ville comme Bamako, l'artificialisation des terres fait qu'il y a très peu de place pour l'eau. Et c'est ce qui engendre des fois les inondations. C'est le fait que les cours d'eau sont réduits à une maigre portion, à des surfaces. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de déborder sur les milieux humains. La création, la réhabilitation d'ouvrages de captage d'eau de surface destinés à la petite irrigation. Ça, pareil, ça va être plutôt sur de l'adaptation en se disant que les ressources en eau superficielles, donc des cours d'eau, vont peut-être avoir tendance effectivement à diminuer, voire à se tarir, et donc à essayer d'avoir un petit peu plus de forage. Également des forages solaires qui vont permettre aussi de réduire la dépendance aux produits pétroliers en ce qui concerne les forages. Ce qui se fait déjà beaucoup en zone rurale avec des technologies qui sont assez éprouvées. En matière de déchets, on pourrait citer un ensemble pharaonique d'actions, deux principales. En matière de déchets, ce qui est un peu problématique, c'est que ce n'est pas une personne à son échelle qui va résoudre l'ensemble de la problématique des déchets. Il est nécessaire d'avoir une approche concertée avec les différents acteurs, que ce soit les producteurs, les collecteurs de déchets, ceux qui vont gérer plutôt l'enfouissement et la valorisation, ceux qui vont être en charge des politiques publiques d'urbanisme et de gestion de déchets, etc. Donc, il y a besoin d'un plan un peu justement concerté, stratégique de gestion des déchets et qui encourage le tri, le recyclage et la valorisation des déchets. Vous aurez l'exemple, et donc je ne le détaille pas ici, mais je crois d'une entreprise qui essaye justement à des échelles individuelles, au niveau de certaines structures, de mettre en place des solutions de tri de déchets et pour trouver des filières de valorisation au niveau de Bamako. Donc, il y a très clairement aussi des choses, des dynamiques qui commencent à se mettre en place sur le sujet. D'un point de vue des dépôts finaux, c'est un des gros problèmes aujourd'hui sur la gestion des déchets, c'est où vont les déchets. À Bamako, c'est un énorme sujet avec des dépôts de transit qui deviennent des dépôts sauvages et dont on ne sait plus que faire. Et donc, c'est l'idée, mais ça demande des investissements très importants, c'est de mettre en place des dépôts de transit et de décharge finale aménagés et adaptés, et un système adéquat de collecte aussi, en lien avec le développement de la population et l'organisation urbaine. Ce qui est une tâche énormissime que essayent de faire des municipalités comme Bamako, mais la tâche s'annonce énorme. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des grosses problématiques aujourd'hui sur ces questions-là. Sur les déchets, je ne l'ai pas cité ici, mais
D'un point de vue valorisation, on peut parler de valorisation matière, essayer de recycler, de réutiliser vraiment les matériaux tels quels. Ça peut être aussi de les valoriser d'un point de vue énergétique. Donc, par exemple, de faire de la combustion pour les utiliser en chaleur. Il y a des projets qui existent, qui n'ont encore pas vu le jour au Mali, mais il y a pas mal de tentatives sur le sujet qui peut-être verront le jour à un moment. Les déchets liquides peuvent être aussi des problématiques importantes avec, dans certains quartiers, des gestions collectives qui peuvent exister, dans d'autres, des déchets qui peuvent être des déchets liquides qui peuvent être traités de manière assez anarchique et individuelle, avec des enjeux en termes de pollution et même de, voilà, une fois qu'il y a de la fermentation, d'émissions de méthane. Et donc, c'est pareil, c'est un cadre assez global qu'il faut mettre en œuvre pour améliorer les infrastructures et également proposer des solutions assez accessibles à tout un chacun pour mieux gérer les déchets liquides. Et bon, d'un point de vue global, essayer de les traiter et les valoriser. Notamment, on peut parler, et il y a des projets dans ce sens, de valorisation des déchets liquides, par exemple des bouts de vidange en biogaz. Il y a plusieurs projets qui sont en cours d'étude au niveau, par exemple, de la ville de Bamako ou au niveau d'autres villes, qui sont des projets très, très dépensiers, où il y a besoin d'énormément d'investissements, mais qui permettent effectivement d'avoir des déchets qui sont mieux traités et qui sont moins impactants. D'un point de vue de l'agriculture, donc on a vu, c'est le principal secteur émetteur de gaz à effet de serre au Mali. La diffusion de techniques adaptées, de défrichement, de travaux du sol, d'utilisation, de rotation des terres également, pour éviter d'aller défricher de nouvelles terres, de réutiliser les mêmes. En fait, on a un problème de base au niveau de l'agriculture, qui est qu'on va tellement faire du défrichement sur brûlis qu'on appauvrit énormément les sols. Également, les engrais chimiques font qu'on va appauvrir les sols. Donc, au lieu d'essayer de, entre guillemets, les doper, pour ceux qui connaissent un petit peu l'agriculture, les engrais chimiques vont avoir un effet boostant à un moment sur le sol. Mais on va avoir tendance à justement réduire la qualité, limiter la qualité du sol sur le long terme. Tandis que des amendements organiques, par exemple, ou des engrais organiques, vont avoir plutôt un impact sur le long terme, sur la qualité du sol, et vont essayer d'améliorer ce sol-là. Et donc ça va permettre justement d'améliorer ces sols et éviter notamment d'utiliser trop d'engrais chimiques et de devoir changer très régulièrement de terrain et donc de défricher encore et encore. Également réduire la pression sur les autres ressources naturelles, animales et végétales. On pourra en parler par ailleurs. Par rapport à l'élevage, je ne sais pas si j'en ai parlé par ailleurs, mais si je pense que j'ai parlé de biogaz, on pourra voir ça par ailleurs. Il y a des techniques intelligentes aussi face au changement climatique qui permettent notamment de maximiser l'apport en eau. J'en ai donné un exemple ici, il en existe beaucoup d'autres. La technique du ZAI permet de concentrer en fait l'eau et les amendements qu'on pourrait apporter au sol, vraiment limité à une surface donnée de la culture en question. C'est des techniques qui sont assez éprouvées dans des contextes sahéliens. On peut en citer beaucoup d'autres. Il y a des systèmes de riziculture irriguée, il y a des systèmes, je crois qu'on le voit un petit peu après, d'agroécologie, d'agroforesterie. Je n'ai pas forcément tout détaillé, je pense que vous aurez aussi des présentations qui rentreront un peu plus dans le vif du sujet. En matière d'énergie, on pense très rapidement, et je pense que de votre côté, ça peut être un réflexe de penser énergie renouvelable et notamment panneaux solaires. Il y a des choses qui se mettent en place au niveau du Mali de manière assez lente, on va dire, mais ça avance, mine de rien. Doni, comme on dit. Et notamment, il y a une centrale solaire qui est déjà opérationnelle au niveau de Kita, qui a été mise en place il y a à peu près 1 an
et où donc là, il y a une puissance de 50 MW qui a été installée et qui vient alimenter le réseau interconnecté, donc qui va alimenter d'une part Kita, mais également des villes principales comme Kita, Ségou, Sikasso. Et de manière globale, cette installation, par exemple, alimente l'équivalent de 120 000 ménages en électricité. Et donc, ça permet de réduire sur le réseau interconnecté, ça permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre globales du réseau. Également les coûts de production de l'électricité. Alors, je n'ai pas forcément fait dans un ordre très logique, mais là, on vient aussi sur des solutions solaires qui sont peut-être à plus petite échelle et des solutions, ce qu'on appelle pico-solaires, avec des solutions solaires portables qui permettent de fournir de l'énergie à des ménages, par exemple en zone reculée, pour éclairer, recharger les appareils. Il y en a même certains un peu plus importants qui vont permettre d'alimenter des frigos, d'alimenter des congélateurs, d'alimenter des télés, etc. Voilà, donc c'est des solutions qui sont déjà opérationnelles. Il y a des barrières importantes, notamment au niveau financier, puisque c'est un certain coût et surtout, on trouve un peu de toute qualité. Et c'est peut-être un peu là un enjeu, et notamment pour des entrepreneurs comme vous, c'est d'essayer d'aller vers des produits de qualité qui durent, qui sont reconnus. C'est comme ça qu'on pourra faire avancer les choses plutôt que de produire des produits de basse qualité qu'on peut retrouver malheureusement sur le marché et qui vont avoir tendance à se gâter assez rapidement. Sur le sujet des énergies, j'aborde des questions très techniques, mais j'ai peut-être oublié des questions des fois un peu plus sociales, de communication justement sur ces enjeux-là, de formation également. Il y a des enjeux assez importants, et notamment en zone rurale, d'avoir des compétences techniques qui peuvent justement conseiller efficacement les uns et les autres par rapport à leurs besoins. On retrouve malheureusement trop souvent des solutions solaires avec un panneau solaire qui n'est pas adapté à la batterie. Et donc, des équipements qui ne vont pas être utilisés très longtemps parce que la batterie va s'abîmer et le ménage ne va pas être satisfait et va avoir l'impression qu'on s'est moqué de lui et que le solaire n'est pas pertinent. Donc, il y a un véritable enjeu vraiment à avoir des compétences locales qui soient capables effectivement de donner des avis, des conseils fiables aux personnes qui ont des besoins sur le sujet. En matière d'énergie, alors, il y a un potentiel qui est un peu plus faible au Mali parce que le vent n'est pas forcément aussi développé, mais par exemple au Sénégal, il y a une centrale éolienne importante qui a été mise en place, de Taïban Ndiaye, qui a une puissance de à peu près 160 MW et qui fournit à peu près 2 millions de personnes en électricité. Donc ça, c'est des technologies qui fonctionnent très bien, notamment dans des pays côtiers qui vont avoir des vents assez soutenus dans le temps. Au Mali, il y a certaines opportunités, mais qui sont relativement faibles. Il existe une carte du potentiel qui existe, notamment au niveau de l'Agence des énergies renouvelables. Des choses aussi qui sont très développées au Mali, ou en tout cas où il y a déjà une expérience assez importante, c'est en matière d'hydroélectricité. Il y a plusieurs barrages existants, Manantali, Kenyé, Selingué, etc. Là, c'est l'exemple de Kenyé, avec 175 gigawattheures qui sont produits chaque année par ce barrage-là. Et donc, un équivalent de 175 000 foyers qui sont alimentés par ce barrage. En matière d'énergie, et pour faire le lien un peu avec la valorisation des déchets, notamment en zone rurale, quand il y a des animaux, on va pouvoir réutiliser les excréments pour faire de la méthanisation, en faire un peu ce qui se fait de manière naturelle, en absence d'air, produire du méthane, et ce méthane-là peut être réutilisé derrière pour soit cuisiner, soit éventuellement sur des quantités importantes, quand ça va être par exemple au niveau de certains abattoirs, pouvoir le transformer en électricité et donc alimenter le réseau avec l'électricité produite à partir de
biogaz. Et ce qui est un petit peu miracle avec cette solution-là, c'est qu'on a deux sous-produits. Donc, d'un côté, le gaz et également le digestat qui est équivalent à un compost et même d'un point de vue agronomique, des fois un peu meilleur, et qui va pouvoir être utilisé dans les champs pour justement faire des amendements organiques qui vont permettre d'enrichir le sol. Le schéma ici décrit plutôt tout ce qui est en zone rurale, mais en zone urbaine aussi, il y a du potentiel. Donc, j'en parlais notamment au niveau des abattoirs. Ça peut même être au niveau même si d'un point de vue social, ça peut paraître compliqué à mettre en place, mais même au niveau des toilettes, on peut trouver des mécanismes qui permettent de recycler les matières organiques issues des latrines et donc de produire aussi du gaz à partir de ça. C'est notamment présent dans certaines prisons en Afrique de l'Ouest notamment et aussi en Afrique du Sud, Afrique australe. Un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ici au Mali, c'est tout ce qui est la cuisson domestique. Et donc, au-delà de l'aspect biogaz, essayer de, tout en utilisant toujours du bois, du charbon de bois, essayer d'avoir des économies d'énergie en utilisant des équipements un peu plus économes. Et donc, par exemple, des foyers améliorés qui peuvent exister sur le marché. Si vous êtes au Mali, vous connaissez certainement les Sewa qui sont ici, à gauche. D'autres fourneaux qui peuvent être proposés qui en fait ont une meilleure économie d'énergie que les fourneaux de base utilisés et qui utilisent toujours du charbon, mais qui permettent de maximiser justement l'énergie qui est produite par ce charbon ou ce bois. Également des producteurs qui proposent des briquettes combustibles. Donc, vous voyez à gauche des briquettes faites à partir de fils de charbon. Quand vous allez dans les marchés au Mali, vous voyez très souvent les vendeurs de charbon, ils sont toujours plus hauts que les autres. Pourquoi? C'est parce que quand ils ouvrent un sac de charbon et pour vendre au détail, ils mettent dans des plus petits sacs, il y a toujours une partie de poussière de charbon qu'ils ne peuvent pas valoriser parce que les gens ne veulent pas l'acheter, ce n'est pas utilisable directement. Et donc, ils accumulent comme ça des quantités de poussière de charbon et au fur et à mesure, ils viennent sur un petit monticule. Et donc, certains entrepreneurs ont vu cette opportunité-là et se sont dit, bah, tiens, on va essayer de regrouper, de collecter cette fine et de la réagglomérer avec un liant pour refaire des briquettes. Et donc, mieux que la filière soit un peu mieux gérée, que tout le charbon qui est produit puisse être valorisé, utilisé. À droite, c'est des briquettes qui sont peut-être techniquement un peu moins développées, mais qui sont compressées en fait. C'est notamment des déchets de carton, etc., qui sont agglomérés et compressés. Également des innovations qui ne sont pas forcément encore beaucoup sur le marché, mais qui vont essayer, certains entrepreneurs essayent de s'y mettre, c'est de développer l'utilisation du bioéthanol. Bioéthanol qui est produit notamment dans la production de sucre. Et il y a une unité vers Ségou qui produit beaucoup de ce sucre et qui a des quantités importantes de bioéthanol dont ils ne savent pas quoi en faire. Et donc, certains entrepreneurs ont vu aussi là une opportunité et se sont dit, bah, tiens, est-ce qu'on ne va pas essayer de vulgariser cette énergie-là? J'en ai bientôt fini, je pense. Sur l'énergie, en tout cas, vous citez aussi l'utilisation de séchoirs solaires qui peut être utilisé dans la transformation, par exemple, agroalimentaire, sur un principe assez similaire de chauffer l'eau et donc, au lieu d'utiliser des chauffe-eau reliés à l'électricité, de plutôt utiliser des chauffe-eau solaires qui sont intéressants également. Ça se retrouve très peu au Mali, mais dans d'autres pays, notamment Afrique du Sud, etc., on en voit pas mal. En termes d'économie d'énergie, on peut aussi utiliser des équipements moins énergivores. Par exemple, on pense au rafraîchisseur d'air par évaporation, qui va avoir la consommation à peu près d'un ventilateur et qui va utiliser plutôt l'eau comme pour transmettre la fraîcheur. Et comparé à une climatisation, c'est beaucoup moins consommateur d'énergie, d'électricité.
Et ça a en plus, c'est pas aussi performant, ça ne refroidit pas autant qu'une climatisation, mais ça permet de refroidir une pièce et de la rendre relativement agréable, même en saison chaude. Des lampes basse consommation aussi qui aujourd'hui sont largement diffusées au Mali. Sur les questions de foresterie, il y a des actions aussi qui peuvent être menées pour élaborer des plans d'aménagement et de gestion de massifs forestiers, notamment communautaires. On se rend compte en fait que les communautés, lorsqu'elles sont intégrées dans ces programmes de reforestation, qu'elles peuvent éventuellement en tirer un bénéfice avec des arbres qui vont avoir dont les fruits vont avoir une certaine valeur. On peut parler des mangues, on peut parler du karité, etc. Et ben, ils ont tendance à plutôt préserver la ressource en bois, puisqu'ils voient les impacts financiers que ça peut avoir. Également, l'appui à l'exploitation rationnelle du bois énergie dans ces massifs, en essayant de légiférer, notamment pour imposer à ce qu'il y ait un reboisement obligatoire. Quand on coupe une parcelle, on va la reboiser, essayer de la préserver pour que dans 10, 20, 30 ans, on puisse récupérer aussi de la biomasse qui soit produite localement. L'agroforesterie est également une technique qu'on peut utiliser pour mieux valoriser les espaces forestiers en lien avec l'agriculture également. Dernier sujet, il me semble, voilà, c'est les infrastructures, donc tout ce qui est transport, ouvrage hydraulique et bâtiments. Il y a en matière de grandes infrastructures routières, par exemple, ou des ouvrages importants qui pourraient être construits, l'obligation de recourir à des études d'impact environnemental et social qui vont revenir un peu sur les différents impacts que peuvent avoir ces infrastructures et qui vont essayer de limiter au maximum les impacts environnementaux et sociaux. Ces études-là sont obligatoires pour des gros projets et ont tendance, et notamment pour tout ce qui est le secteur des mines, pour les grosses infrastructures hydrauliques, routières, etc. Et donc ont tendance à justement essayer de réduire autant que possible les impacts. Inciter également les communes qui peuvent avoir des moyens au niveau local et un peu plus de visibilité, de moyens d'action, à élaborer, à mettre en place des plans d'action, notamment plans d'action environnementaux, et qui permettent notamment d'anticiper les risques liés au changement climatique et de s'adapter un peu mieux. En termes de bâtiments, je pense que vous aurez un exemple assez frappant en matière d'efficacité énergétique du bâtiment. On a parlé tout à l'heure de l'impact important que peut avoir le secteur de la construction. Il y a des solutions qui sont développées en utilisant des produits locaux, et notamment la terre avec de l'habitat bioclimatique. Il existe plusieurs techniques, dont celui de la voûte nubienne qui vous sera présenté, il me semble, dans une prochaine session, avec des bâtiments qui sont et durables et écologiques, et qui permettent voilà, d'être à un certain niveau de confort en permettant justement aux bâtiments de retenir un peu mieux la chaleur et donc d'être un peu plus confortable à l'intérieur que peuvent l'être des bâtiments en ciment qui, eux, vont avoir tendance à récupérer toute la chaleur sur le ciment et à le réinjecter, notamment la nuit, dans certains bâtiments en saison chaude. Les habitants, par exemple, au Mali, vont avoir tendance à rester dehors jusqu'à des heures tardives parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de dormir dans la chaleur des bâtiments. Voilà, j'ai été peut-être un peu long, j'ai essayé de brosser le maximum de sujets qui pourraient vous inspirer. J'espère que c'est le cas. En tout cas, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, oui, il y a des problèmes qui sont clairement devant nous. Et donc, les problèmes d'aujourd'hui sont les opportunités de demain. On voit qu'il y a déjà des dynamiques qui sont en cours sur certains sujets et il y en a encore beaucoup d'autres à saisir. Et on voit au fur et à mesure que des entrepreneurs mettent en place des projets qui sont bénéfiques d'un point de vue environnemental. Voilà, je laisse la parole aux éventuelles questions et commentaires. Merci beaucoup, Baptiste, pour cette belle
intervention. Je pense que nos participants ont beaucoup interagi parce qu'ils ont trouvé un intérêt dans votre explication. Alors là, nous allons prendre une dernière vague de questions. Nous sommes déjà au terme du temps qui était prévu. Comme il y a de l'intérêt, nous allons un peu continuer sur les questions. Nous avons une question de Maïga Idrissa qui voudrait savoir est-ce que les briquettes sont sans conséquences sur la santé? D'être aussi catégorique que ça, non. Après, il y a beaucoup de facteurs qui impactent la santé des combustibles et notamment le type d'équipement, si les cuisines sont ouvertes, assez ventilées, etc. Et les combustibles, en fait, sont finalement qu'une maigre partie du problème. Oui, il y a des émissions qui impactent les personnes en charge de la cuisine, et ça peut être le cas de certaines briquettes. Mais le principal sujet en matière de cuisson, c'est plutôt comment est conçu le cuiseur. Est-ce que justement il permet une bonne combustion et la ventilation aussi, et de la cuisine et du cuiseur. Également, certaines pratiques qui peuvent être assez nocives, c'est d'essayer justement de mettre beaucoup, par exemple, de charbon, qui va avoir tendance à justement avoir peu d'air pour cuire, pour chauffer, et donc qui va émettre beaucoup de gaz nocifs. Donc je dirais que comparé au bois, au charbon de bois, les briquettes ne sont pas forcément plus nocives a priori, d'après les études que j'ai pu lire. Mais c'est plutôt sur la partie équipement et comment on peut dire, opérationnalisation un peu de cette cuisson, comment les ménages gèrent et la ventilation de leur cuisine et l'utilisation du combustible, qui est important pour éviter les émissions nocives pour la santé.